avec le goût, avec la jubilation des papilles, ce que cela laisse en bouche en fait, après qu'on a mangé quelque chose. Alors le Nouvel An a varié selon les calendriers. Au départ, au début du christianisme, on avait ce qu'on appelait les ides de Mars, c'est-à-dire le moment où on ouvrait le temple de Mars et où à nouveau, parce que les Romains étaient très belliqueux, ils savaient qu'à partir des ides de Mars, il allait y avoir des célébrations et qu'on allait pouvoir à nouveau envoyer les armées, soit faire des conquêtes, soit préserver des territoires. Enfin, il faisait beau à nouveau pour que les soldats se mettent en ordre de marche. Et bizarrement, pendant longtemps aussi, ça a été le temps de Pâques qui a été le début de l'année. Bon, ce n'est que finalement, au Moyen-Âge, que Noël a commencé à ressembler à notre Noël à nous, c'est-à-dire à la fois la dévotion à Marie, hein, et puis l'intérêt pour la naissance de Jésus qui va avoir quelque chose avec l'intérêt pour l'enfance de Jésus. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on ne savait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il ait 33 ans et que peut-être la crèche, la fuite en Égypte, tout ça permettait un petit peu de mieux comprendre ce qui s'était passé dans la petite enfance de Jésus. Et donc on a commencé à célébrer justement comme ça le petit enfant Jésus. Parce que le baptême de Jésus, en fait, par Jean-Baptiste, ça va se passer beaucoup plus tard. Hein. Il n'est plus un enfant, c'est plus un bébé. Nous, quand on a été baptisés, souvent on était des petits-enfants, des bébés. Alors que Jésus, lui, non, pas du tout. Hein. Il était tout à fait conscient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Donc, après, je vous dirais que de Noël, on a parlé du Père Noël, mais le Père Noël, ça n'a plus grand-chose à voir avec la religion. C'est plutôt une opération commerciale qui a débuté d'ailleurs aux États-Unis. Quant au sapin, qui est toujours vert et qui donc est toujours finalement l'arbre qui résiste à tout, c'est une coutume qui a été véhiculée par les pays scandinaves à partir de croyances celtes, et en particulier d'une dévotion, d'un rituel autour d'un arbre qui s'appelait l'Yggdrasil, et qui était un arbre symbolique qui était planté, dit-on, hein, au cœur de l'Europe, qui plongeait donc ses racines dans toute l'Europe, et qui supportait le poids du monde connu, bien sûr. Et donc, on ne pouvait faire le tour de cet arbre tellement il était immense, il datait des premiers âges de la vie, sans faire une ronde. Et c'est cette histoire qui fait que, vous savez, on dit si tous les enfants du monde se donnaient la main. Eh bien, je crois que cela nous vient de cette idée de l'arbre par rapport auquel, justement, il va y avoir la possibilité d'être tous ensemble. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à proprement parler, parce que là, pour le coup, le quart d'heure lunélois a été respecté et nous a permis d'accueillir monsieur d'ailleurs. Bonsoir monsieur. Et on va commencer donc la conférence qui va être filmée. Donc mon téléphone ne sert pas, contrairement au téléphone actuel, à prendre des appels, mais en fait à enregistrer. C'est pour ça que vous voyez que j'ai 2 micros. Voilà, donc je vérifie de nouveau que tout est bien. Excusez-moi. Voilà. Ça a commencé. Bonsoir donc à tous et merci d'être là. Alors, le repas gastronomique auquel nous nous intéressons ce soir est reconnu depuis 2010 par l'UNESCO comme élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et ça, c'est propre à la France. Donc, peut-être que si nous étions dans un autre pays du monde, ça n'aurait pas autant d'intérêt que ça peut l'avoir ici en France. Ça appartient au patrimoine culturel.
ce qui n'est pas le cas forcément dans notre pays du monde où on célèbre Noël, mais pas forcément avec autant de mets et de saveurs, justement. Alors pourquoi? Quelles en sont les origines? Eh bien, toujours en ce qui nous concerne, en tout cas, l'héritage gréco-latin. Il faut dire que la Provence, c'est-à-dire la province romaine, n'est pas loin, surtout d'ici quand on est à Lunel, et qu'ensuite nous avons été très longtemps des gallo-romains finalement, et en Brossomme, enfin tout un tas de vestiges, ne serait-ce qu'à Nîmes, nous le rappellent, je dirais, tous les jours de notre vie quand on habite ici. Alors, pendant les grandes invasions, c'est-à-dire à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, tout cet empire gallo-romain donc s'est trouvé traversé par les barbares qui ont passé le Danube et le Rhin, et donc l'empire romain d'Occident s'est retrouvé complètement morcelé, envahi, bousculé, déstabilisé. Ça a été une époque de grand désordre, de conflits, de dispersion des peuples, d'actes de barbarie, et nous n'avons rien à leur envier, surtout quand on voit ce qui encore se passe de nos jours. Et dans cet empire romain, bouleversé donc pendant environ 2 siècles, les couvents sont restés avec les monastères des lieux de refuge où se sont cachés des hommes et des femmes de savoir dans les sciences, les arts, les traditions et aussi les traditions culinaires, les recettes, les savoir-faire. Et c'est pour ça que les couvents et les monastères sont restés pendant très longtemps des endroits où on trouvait beaucoup de cordons bleus, beaucoup de gens qui savaient comment faire la cuisine. Parce qu'ils étaient les héritiers en fait de tous les documents qui venaient de l'Antiquité et qui étaient gardés là, préservés sur place. Alors, évidemment, ces recettes, vous me direz, étaient païennes. Mais, comme depuis plusieurs siècles, quand même au moins 400 ans, elles avaient été christianisées, la cuisine avait opéré une conversion au christianisme. Et donc, on avait l'habitude de faire certaines recettes dans le respect des fêtes chrétiennes, du calendrier, c'est-à-dire le Nouvel An, puis ensuite Noël, et puis pendant au moins une bonne partie de tout le Moyen-Âge occidental, ça a été justement bien exploité. Et qu'est-ce que ça apporte, la cuisine chrétienne, par rapport à la cuisine païenne? Dans les tours de même, pas grand-chose, mais par contre, dans la consommation, c'est assez important, tout simplement parce que on est obligé de faire la division entre les jours gras et les jours maigres. Donc ça change beaucoup, si vous voulez, notre rapport à certaines recettes. Alors, pour rappel, les jours maigres, c'est 150 jours sur 365. Alors, ils évoquent pour les croyants les 40 jours passés dans le désert par Jésus et racontés dans le Nouveau Testament, quand on est donc un catholique ou plus tard un protestant. C'était très important de respecter ces 40 jours passés dans le désert et donc de faire maigre ou, dans certains cas, d'entrer en carême, c'est-à-dire d'entrer dans ces 40 jours où on allait faire maigre. Faire maigre, d'ailleurs, c'est une locution qui date du XVe siècle. Alors, vous allez me dire, Noël et le Nouvel An, c'est hors sujet, Madame Biard, vous n'êtes pas dans le carême, bien sûr. Mais cela pouvait être des jours maigres, parce que Noël ou le Nouvel An peuvent tomber un vendredi. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, le mercredi et le vendredi correspondaient à des jours de jeûne. Toujours, déjà, et c'est toujours le cas dans le cas du judaïsme. Voilà. Alors pour nous, l'Ancien Testament, eh bien, on a conservé seulement le vendredi. Mais ça peut tomber un jour de Noël ou du Nouvel An, d'où
l'idée qu'il faut faire une consommation sans gras dans ces cas-là, ou très peu. Alors on évite ce jour-là les viandes dites grasses, les abats, donc surtout le Nouvel An ou à Noël, on ne fait pas des tripes à la catalane ou à la mode de Caen, par exemple. On évite aussi certaines charcuteries dites grasses. Les produits issus d'animaux, alors par exemple les œufs ou le lait, ça a l'air tout bête, mais si vous voulez faire une crème, ben, ces jours-là, non, c'est pas possible. Et on va donc privilégier les poissons maigres. Donc c'est pas non plus le moment de faire une sardinade. Ou les animaux aquatiques. Alors, les animaux aquatiques, quand même, ça permet les plateaux de coquillage, vous voyez. Bon, ça permet aussi le recours aux cuisses de grenouille. Et vous voyez comment petit à petit, on met en place des menus qui finalement ne sont pas une grande pénitence. Hein, c'est-à-dire qu'on respecte la consigne religieuse, mais en même temps, bon, on ne peut pas dire que ce soit très mauvais non plus, quoi. Enfin, on n'est pas puni, hein, voilà. Alors, l'objectif, donc, c'est le respect à la lettre de l'interdit, les jours dits maigres, mais sans l'esprit de pénitence. C'est ainsi que Noël et le Nouvel An, même un vendredi, sont devenus des festins d'apparat dans l'Ancien Régime, sous l'Empire et dans les menus de la République française, et sont le résultat, en fait, d'un recours aux meilleurs cuisiniers et pâtissiers, quelles que soient les contraintes du calendrier religieux. D'autant que, avec les ambassadeurs, avec certaines hôtes de marque, eh bien, on se retrouvait avec des choses très complexes à gérer. C'est-à-dire avec aussi des fois plusieurs religions ensemble. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme se posait déjà il y a très longtemps, dans les siècles passés. Et évidemment, ces gens venaient d'autres horizons, avec d'autres impératifs religieux, et il fallait en tenir compte. Alors, la conséquence, c'est que nous avons eu des chefs, des toques, enfin bref, des gens qui étaient vraiment excellents dans ce domaine-là. Donc, ce qui au départ était une faiblesse ou une contrainte, c'est finalement devenu une espèce de moteur vers quelque chose qui devenait un stimulant pour aller vers l'excellence. Et puis, ça a eu comme conséquence nos livres de cuisine. Et le premier, ça s'appelle Le cuisinier français, en 1651, de Pierre-François de la Varenne, dont on a fait depuis 250 éditions. Pour vous dire qu'il a eu du succès, ce livre. Et puis, il y a eu également, dans le même élan, je dirais, Le cuisinier de Pierre de Lune. Alors, je ne sais pas s'il était de Lunel, mais il s'appelait quand même Pierre de Lune, en 1656, avec 900 recettes en fonction des saisons. Et ces deux ouvrages ont fait le tour du monde de la gastronomie, ce qui fait que toutes les ambassades, où d'ailleurs le français était parlé de façon préférentielle, connaissent ces fameux livres en français avec des recettes de cuisine gastronomique dont on s'inspire évidemment dans le monde entier. Et surtout, ça lance une mode, c'est-à-dire que dans cet élan du grand siècle, on va continuer d'écrire des livres de recettes de cuisine, de conseils de cuisine, des livres à la gloire, je dirais, des chefs en gastronomie française. Et on voit apparaître donc les ouvrages de Massialo, de LSR, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu donner son nom, mais qui quand même avait gardé, on ne sait pas même si c'est des initiales ou si c'est un sigle. On pense que c'est un grand dignitaire qui ne voulait pas montrer qui il était, mais on sait qu'il y a eu une mode à un moment donné aussi des personnes haut placées dans la noblesse d'aller aux cuisines pour
y mettre soit leur savoir-faire ou leur créativité, soit essayer des recettes dont ils avaient entendu parler dans d'autres banquets, chez d'autres grands dignitaires, et qui voulaient que leur cuisinier ou leur marmiton essaie chez eux. Donc ça permettait justement de mettre en place, si vous voulez, un certain nombre comme ça de recettes de cuisine qui se colportaient finalement d'une grande maison à l'autre. Après, il y a le célèbre Grimaud de la Reynière, il y a Carême, il y a Brillat-Savarin, et ainsi de suite, jusqu'à Paul Bocuse, jusqu'à James Coquet, jusqu'au Bohémio, quoi. Voilà. Et c'est aussi l'émergence d'un modèle culturel et gustatif. Et aussi, bien sûr, du service à la française. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service à la française? Eh bien, ça ressemble à ce que nous appelons dans les grandes circonstances, alors par exemple banquet, anniversaire, Noël et Nouvel An, le fameux buffet des dégustations où on a en même temps du froid et du chaud, du sucré et du salé, et des fois même du sucré salé. Alors le problème dans ces cas-là, parce que c'était au grand siècle ce qu'on pratiquait à Versailles, à la cour de Versailles, où chacun pouvait manger ou du poisson, ou une cuisse de poulet, ou en être déjà aux pâtisseries, etc. En fait, en fonction de son goût, de son appétit, on dirait aujourd'hui même peut-être de ses allergies, hein, parce qu'il y en avait peut-être qui mangeaient que du sucré, d'autres que du salé, en fait, etc. Et c'est intéressant parce que justement, vous voyez, de la distinction entre le maigre et le gras, on va passer assez rapidement pour la disposition des tables à la distinction entre le salé et le sucré. Voilà. Donc, rôle très important des recettes de cuisine, rôle du tour de main des cuisiniers qui se font comme ça une réputation, d'où un apprentissage très exigeant et sélectif au fil des siècles qui font qu'on va aller vers, j'en ai parlé tout à l'heure, vers toujours plus d'excellence, et on le voit encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que certains restaurants, pour passer d'une étoile à l'autre, c'est vraiment très méritoire, hein, comme parcours. Mais au-delà de ça, parce que du coup on penserait qu'il n'y a que les casseroles qui comptent, non, il y a aussi tout le service. Et donc les maîtres d'hôtel français qui vont donner le ton avec les sommeliers. Et ces gens d'ailleurs vont tellement bien servir et tellement s'habituer à ce service-là, à cette distinction, que quand la Révolution française de 1789 va les mettre au chômage, parce que les maisons de France et de la haute noblesse vont partir en exil, eh bien ces gens vont décider de créer à Paris et en province les premiers restaurants. Donc, aller au restaurant, à l'époque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de cette fameuse devise-là, égalité, fraternité, enfin, liberté, égalité, fraternité, ça va être justement, pour ceux qui le peuvent évidemment, d'aller goûter finalement des plats qui étaient servis ou mis en place ou préparés par des gens déjà très très compétents et pour qui il y avait cette idée que finalement leur profession était noble, hein, au-delà d'une appartenance des fois roturière. Mais eux, ils n'étaient pas partis en exil et ils nous ont fait profiter d'une façon démocratique d'un certain nombre de plats. Et en coulisses de cette réputation gastronomique, il ne faut pas oublier les producteurs de spécialités, et ça va dépendre après des terroirs, parce qu'il y a des endroits, si vous voulez, où il y a des choses qui vont être
pour certaines régions rare et cher, alors que pour d'autres, ça va être au contraire beaucoup plus accessible. Si vous demandez de la truffe à Saint-Geniès-des-Mourdes, par exemple, ça va paraître tout à fait d'un accès facile. Si par contre vous demandez des coquillages et des crustacés ailleurs que sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne, ça va devenir quelque chose de rare, de précieux, donc de beaucoup plus cher. Si dans mon sud-ouest natal vous demandez de la graisse d'oie, vous allez en trouver très facilement dans toutes les maisons. Alors que dans le reste du royaume, ou plus tard de la République française, je passe aussi dans l'Empire, c'est pareil, la graisse était 2 fois plus chère, par exemple, que l'huile ou le lard. Voyez. Donc ça, en fait, ça, le terroir va être quelque chose de déterminant. Et nous, on le voit ici à Lunel avec, par exemple, le muscat. Le muscat qui devient un vin très précieux, très cher et très prisé si on est à la cour de France. Alors que ici, pour les Lunélois, ça devait paraître un apéritif, bon, assez accessible malgré tout. Alors, donc, les producteurs locaux, et puis aussi ensuite, les manufactures françaises, de plus en plus prestigieuses, au service de la table. Et là, n'oublions pas justement ces belles tables à la française, avec des nappes en tissu, avec de la faïence, avec de la porcelaine, avec du cristal. Tout ça, au final, fait le Noël ou le Nouvel An du gastronome. Sans oublier l'habit, la tenue, du ballet des serviteurs au bal des invités. Alors, quand je ne savais pas encore que j'allais faire une conférence un jour sur les saveurs du Nouvel An et de Noël, j'avais quand même déjà, dans ce livre-là qui s'appelle Clarté d'enfance, imaginé de décrire un réveillon. Un réveillon, mais au lieu d'en parler par ceux qui assistaient à ce réveillon et qui allaient bien manger, j'en parlais en tant que petite fille, c'est-à-dire du point de vue des enfants. Nous savions que les caves n'avaient pas de secret. Nous les avions visitées. Nous connaissions ce qu'elles renfermaient à l'aide des grosses clés et des barres de fer lourdes et rouillées qui en rendaient l'accès infranchissable. Et pourtant, nous ne pouvions échapper à leur mystère, à leur force d'attraction. Contrairement aux papillons, les ténèbres nous happaient et nous subjuguaient en plein jour. Nous regardions par les soupiraux salis les caves, où nos mères disparaissaient certaines nuits, fascinantes dans leur lamé et leur satin, nos mères éclatantes, le rouge aux lèvres et aux joues, émoustillées, riantes, nos mères lâches, traîtresses, les caves nous les prenaient quand elles étaient belles et chaudes et très parfumées. On nous disait d'aller prendre l'air au premier rayon de soleil, et à l'ombre, nous ne cherchions qu'à reprendre nos mères. Des décors qui les entouraient à cette époque, je n'ai plus rien retrouvé car mon père donnait tout aux amateurs ou aux amis fidèles. Ces nuits-là, il arrivait qu'on nous amène le premier quart d'heure de la soirée pour regarder les lumières, les décors dans les caves métamorphosées. Il y avait de la musique, des cris de surprise et d'enthousiasme, et les caves s'emplissaient d'invités. Dans le meilleur des cas, c'est alors que quelqu'un nous donnait des chocolats, des poignées de confettis, une sarbacane ou un cotillon, et parfois rien. Le plaisir des yeux plutôt que le masque, les décolletés et les bijoux des femmes indifférentes, occupées ou bavardes, minaudant, un cocktail à la main, s'exclamant à la chute d'un glaçon dans leur whisky. Et les hommes, transformés, empressés, plus enjoués qu'à l'ordinaire, plus lustrés, tellement loin déjà, avec leurs nœuds papillons, les hommes, tellement plus papillons que pères. Nous repartions dans la nuit froide, la nuit plus noire, parce qu'elle serait blanche.
Alors, qu'est-ce qu'un gastronome dans un pays qui, très catholique, ou en tout cas héritier d'un héritage donc chrétien sur le plan religieux, ne plaisante pas avec le péché de gourmandise? Parce que ça aussi, c'est un problème pendant longtemps. Le péché de gourmandise, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, il faudrait ne pas lire Clarté d'enfance de Madame Viard, mais lire les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet pour comprendre ce que c'est que le péché de gourmandise quand on est un prêtre qui doit célébrer la messe de Noël. Pendant les festivités de Noël ou du Nouvel An, ou toute autre occasion d'expérience gustative, c'est l'excès qui a pour nom, en fait, la gloutonnerie qui est condamnée. Parce que ça renvoie à une vieille histoire, et cette vieille histoire plonge ses racines dans justement l'héritage gréco-latin, décidément. C'est Saturne dans l'Antiquité, dévorant ses enfants, en mangeur grossier et cervelé, dont nos contes ont repris le personnage de l'ogre. Voilà. Alors, le péché de gourmandise peut aller jusqu'à, on le dira, une espèce de folie. C'est la voracité qui emporte tout, qui transforme l'homme en animal, peuvent devenir des martyrs, comme Ésaü qui vendit à Jacob son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors, il s'agissait de ce qu'on appelait le mets roux, c'est-à-dire un mets quand même qui était particulièrement goûteux, savoureux, avec des lentilles blondes. Voilà. Alors, au contraire du glouton, justement, on a le connaisseur, capable de reconnaître la qualité d'un produit, de le goûter. On a le gourmet qui, en mangeant, accomplit un acte intellectuel et raisonné, fin mangeur, comme on disait de Louis XVIII, roi gastronome, au palais délicat, même quand il n'était pas dans son palais, puisque lui-même est parti en exil, et qui méprisait son frère Louis XVI, qu'il qualifiait de gouève. Il faut dire que les Bourbons, la dynastie des Bourbons, étaient de tout temps réputés pour être de fins mangeurs et de gros mangeurs. Et c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup, je dirais, participé à encourager en France la cuisine et des recettes toujours plus savoureuses. Donc c'est dans cet état d'esprit que vous dégusterez au mieux les mets et saveurs du Nouvel An, en lien donc avec les récoltes d'automne. Alors ces récoltes d'automne, elles sont très importantes parce qu'évidemment elles vont rentrer pour une bonne part dans les menus de fin d'année. Alors ce sont certains fruits qu'on va conserver exprès, et je pense à certains raisins qu'on gardait tenus justement par des petites ficelles dans les greniers exprès pour les manger justement pour Noël. Je pense aux châtaignes dont on faisait après des purées de marron et qui permettaient de garnir justement certains gâteaux. Je pense à des baies dont on pouvait faire des confitures qui là aussi allaient permettre de faire des beignets ou des gâteaux fourrés. Et il y avait également des rituels, et en particulier celui de tuer le cochon. Alors, tuer le cochon, ça permettait en général fin novembre, non seulement de faire une fête, en fait, parce que on recueillait tout du cochon, même le sang, qui va servir ensuite à faire les boudins. Et c'était le moment aussi où les gens, ça leur permettait aussi de faire la soudure pour la viande. Et puis c'est le moment aussi du gavage des oies. Et qu'on soit à la ferme ou qu'on soit fin gourmet, eh bien c'est le moment où en fait on va avoir ce qu'on appelle les marchés du gras, c'est-à-dire ce qui permet d'aller ensuite s'acheter des confits, mais qu'on compare, dont on vérifie la qualité. C'est ce qui va permettre ensuite d'apprêter les foies qui vont devenir des foie gras.
et de même pour les foies d'oie et les foies de canard. Hein. Et donc tout ça fait qu'on est dans une tradition, là aussi, non pas de fin gourmet, mais cette fois de cordon bleu. Parce que les femmes vérifiaient la qualité des produits, discutaient entre elles, etc. On n'achetait pas n'importe quoi. Bon, alors tout ça se prépare évidemment, et puis ensuite en vue des fêtes. Hein, voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est très méchant de gaver les oies, c'est pas gentil de tuer un cochon qu'on a élevé pendant un an ou plus, et qui s'aperçoit, parce que c'est 7 fois plus intelligent qu'un chien, un cochon, donc il s'aperçoit très bien que sa dernière heure est venue, il vous le fait savoir. Et dans ces cas-là, alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, nos ancêtres étaient sadiques, mais non, pas du tout, il y avait un tueur de cochons exprès. C'est-à-dire, dans les fermes ou dans les propriétés, on faisait venir un monsieur qui savait très exactement comment faire pour aller droit au but, je dirais, et tuer, en lui évitant le maximum la douleur, celui qui avait été tous les jours, le compagnon de la cuisinière ou des enfants, parce qu'on allait lui porter les eaux grasses. Parce qu'à l'époque, on faisait la vaisselle, non pas avec des détergents qui sentaient le citron vert ou la pomme ou le jasmin, mais avec de l'eau bouillante. Et ça permettait de dégraisser, de le faire d'ailleurs d'une façon tout à fait écologique, on dirait aujourd'hui. Et les eaux grasses, après, évidemment, une fois que l'eau était refroidie, eh bien, ça servait aussi à engraisser le cochon. Hein, voilà. Donc, vraiment, tout y passait, hein, aussi bien les épluchures que tout ce qui est tombé sous la main, on le donnait à ce fameux cochon, qui devenait d'ailleurs très familier. Voilà. D'où la cérémonie, presque, que c'était le jour où on tuait le cochon. Bon, après, ça permettait quand même de faire des provisions de viande et de charcuterie pour toute l'année. Et des repas, d'ailleurs, qui font que, dans la tradition française en tout cas, c'est pas du tout un interdit de manger du cochon, et que nous avons même tout un tas de charcuteries très réputées partout dans les régions de France. Je viens de Toulouse, où par exemple la saucisse de Toulouse est c'est un incontournable si on veut manger un bon cassoulet. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais les jours maigres. Alors les jours maigres, oui, il fallait bien justement le vendredi de Noël ou le Nouvel An s'il tombait un vendredi, ou alors à partir des années 1970, c'est plus un problème en fait. Ce que certaines familles qui sont si religieuses. Par contre, on va avoir une autre religion. À partir des années 1970, ce qui va devenir important, c'est pas de respecter les consignes du Nouveau Testament, c'est de faire dans le diététique. Voilà. Et donc, la nouvelle cuisine va s'en inspirer, et on va faire en sorte de manger de moins en moins gras. Alors, un bon repas, je dirais, de Noël ou de Nouvel An, ça va être par exemple un plateau de fruits de mer. Là, vous risquez rien, c'est pas ça qui va vous faire beaucoup grossir. Après, ça peut être un plat de poisson et sa garniture. Alors, si c'est une jupienne de poireaux, par exemple, pareil, hein, c'est très maigre, vous risquez pas de grossir beaucoup comme ça. Après, une volaille. Alors, une volaille, ça peut être un chapon, c'est-à-dire un gros poulet. C'est pas mauvais, hein, rôti. Ça peut être une oie, ça c'est dans la tradition depuis le Moyen-Âge. Une oie rôtie, c'est bien aussi, et farcie de préférence. Ou alors une dinde. Alors la dinde de Noël, en fait, c'est apparu tard dans nos traditions, puisqu'il faut attendre les grandes découvertes du XVIe siècle pour voir arriver cet animal qui au départ d'ailleurs paraît assez exotique, bizarre, et dont on hésite de l'introduire dans les poulaillers, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire, parce que la dinde, ça fait un peu peur aussi.
Et du coup, on se dit, les autres volailles, elles vont avoir peur comme nous, en fait. Donc, on va mettre longtemps, en fait, à se dire que c'est un animal qu'on peut avoir dans son poulailler, qui devient familier. Ensuite, pendant longtemps aussi, tout le monde n'avait pas des dindes. Enfin bref, pendant longtemps, ça a été loi, la volaille qui était prisée pour les repas de Noël et du Nouvel An. Mais vous comprenez pourquoi, parce qu'en fait, ces fameuses oies, quelquefois, il y avait celles qui avaient été gavées et qui permettaient d'avoir le foie gras, et puis celles qu'on avait gardées pour justement les fêtes. On ne les avait pas gavées, mais elles étaient dodues quand même. Alors on les tuait et ça faisait des bons rôtis. Voilà. Alors, cette volaille de votre choix, souvent est farcie, ce qui lui donne évidemment un côté plus savoureux. Et puis, on peut l'entourer de champignons, parce que justement, toutes les récoltes de l'automne, ça permet de garder des champignons, et même de les avoir fait sécher pour ensuite en faire des sauces. Voilà. Et ça vous fait finalement un repas de Noël ou du Nouvel An pas désagréable, et toujours en restant dans un repas maigre, hein, voilà, ou diététique, comme vous voulez. Bon. Et puis après, vous pouvez terminer avec une salade verte ou composée et un dessert au chocolat. Alors, le chocolat, c'est souvent la bûche. Hein, voilà, la bûche de Noël, avec, depuis le 19e siècle, son inventeur qui a mis en place la crème exprès, c'est-à-dire une crème plus dense, une crème pâtissière. Et on sert cette bûche avec des décors forestiers d'ailleurs, qui rappellent le fameux sapin toujours vert, et ces coutumes qui ont à voir avec aussi le foyer, le feu de cheminée, la bûche de Noël, qu'on a gardé exprès pour justement ces soirées de veillée de Noël qui se prolongent, donc il faut une grosse bûche. Et puis ensuite, le Nouvel An aussi, qui fait que si on ne veut pas avoir froid pendant tout le réveillon, eh bien on prévoit. Hein, voilà. Alors, évidemment, ce chocolat, c'est pareil, c'est comme l'Adèle, c'est arrivé avec les grandes découvertes du XVIe siècle. Et à un moment donné, d'ailleurs, la question a été que c'était tellement bon que est-ce qu'on avait le droit d'en manger toute l'année. Et le pape a tranché. Le pape a dit oui. Le pape a dit c'est une plante végétale, donc c'est pas grave. Donc vous pouvez en manger toute l'année. Et les bonnes sœurs ont mis en place des pastilles au chocolat, même pendant le carême. Tellement on y avait droit et que finalement on pouvait le manger en toute, en toute tranquillité. Ce n'était pas un péché du tout. Hein, voilà. Bon, donc ça a été, je dirais, important hein, dans la consommation de toute l'Europe, hein, et peut-être même personnel en ce qui me concerne. Alors, donc, je voulais donner un coup de chapeau ce soir à tous ceux et celles qui sont en cuisine. Et de ce point de vue-là, j'avais aussi écrit un petit passage là dans les rivages du Père concernant justement certaines pratiques. Alors cette fois-ci, c'est pas à proprement parler, parce que je ne savais pas que j'allais faire cette conférence, Noël ou le Nouvel An. Mais enfin, vous allez voir qu'on n'en est pas loin, parce que c'est le moment de l'automne, c'est le moment où non seulement il y a les récoltes, mais en plus où il y a le gibier, c'est-à-dire le moment de la chasse. Mais sur nous, chaque automne, l'odeur douceâtre de l'âcreté qui prend à la gorge et rôde dans tout le couloir, de l'eau bouillante sur les plumes, qui nous poursuit toutes pour s'insinuer en nous pour toujours. La
poisse sur les doigts, et quelques duvets là qui volent, et les mains gourdes et rougies qui manifestent. N'épousez jamais un chasseur. Et puis, tous ces corps inertes qui attendent dans les corbeilles, dans les bassines clapotantes, où les chairs se gonfleront pour mieux retomber flasques. Les crochets retenant la tête des volailles et des oiseaux sur les bords cuivrés, prêtes à être tirées de l'eau qui les borde comme un linceul sous lequel doucement elles expirent à nouveau. Elles enflent pour être retirées encore et plumées à point, et dont je me dis éberluée chaque fois par la chair tendre qu'elle est si jeune et inoffensive. Les femmes, voyant tant de temps, entre dermes et calamus de si beau plumage, les grands torchons blancs et brodés jetés sur les genoux, un peu écartés, les têtes penchées comme effarées, avec encore repérable cet éclat étroit mais vif de l'œil parfois happé en plein tir, donnant l'illusion improbable que tout n'est pas encore tout à fait tranché, tandis que d'autres têtes pendent aux yeux mi-clos, définitivement ternis. Les ongles coupés ras, les mains par la forte chaleur, plusieurs fois violentées pour la cause, et en la circonstance, point d'homme. Je me souviens. Aujourd'hui, ils sont partis de bonne heure aux champignons. Ouf. Alors donc, pour Noël et le Nouvel An, vous pouvez aussi manger du gibier. Sachez que c'est pas facile de plumer les canards, les oies, les oiseaux, les ortolans, et que toutes les volailles de ferme, aussi délicieuses soient-elles, doivent être apprêtées longtemps avant, et que ce fut souvent le travail des femmes, justement, de préparer tout ça. Hein, voilà, surtout à une époque où il n'y avait pas encore des supermarchés, où il n'y avait pas de frigidaire, où il n'y avait pas de congélateur, et où il fallait justement faire tout assez rapidement. Réputation aussi de la viande blanche, veaux, agneaux, chevreaux, hein, qui sont de toutes les fêtes, et qui, comme la chair de la volaille en général, seules passaient pour être des viandes délicates et tempérées. Voilà, alors que les viandes de boucherie, dites rouges, étaient plutôt consistantes et donnaient justement une espèce de feu qui ne pouvait s'éteindre que dans le travail. Alors, pour les vins, souvenez-vous, le Bourgogne à la fraîcheur de la cave, le Bordeaux sur le poêle, le champagne à la glace. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, des questions à poser ou des réactions? Je suis dans les temps, presque parfaitement dans les temps. Voilà, mais on peut se donner un petit quart d'heure, puisque vous n'avez pas eu, justement, de contenu trop au panel quart d'heure lunélois, alors on vous donne quand même maintenant le quart d'heure pour vous exprimer. Si certains souhaitent faire un témoignage ou poser une question ou aller plus loin dans justement ce qui a été exposé ce soir. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'ai eu quelques sourires, quelques assentiments qui me montrent que quand même, avant même que je parle, vous étiez déjà sans doute bien initiés. Voilà, merci d'être venu. La parole est celui ou celle qui souhaite. Moi, je peux dire simplement, oui, on oublie fatalement beaucoup de choses, mais on est quand même dans une région où les fameux 12 desserts de Noël sont importants. Peut-être que si vous êtes originaire de Toulouse, vous ne connaissiez pas la tradition. Si? Voilà. Alors, 13 et 10. 13. Alors, ces fameux desserts
cerfs de Noël, souvent qu'on appelle les mendiants aussi. Voilà. Ça a à voir avec l'idée de conserver des fruits secs. À une époque où justement dans les grandes maisons qui avaient des orangeraies, on avait des serres pour faire pousser des agrumes. Et alors évidemment, ceux-là, ils avaient des citrons, ils avaient des oranges. Si vous habitez aussi ici, certains endroits bien à l'abri, vous pouvez aussi avoir des oranges et des mandarines et même des pamplemousses. Donc on est effectivement très, très gâtés. Si vous habitez à Perpignan aussi, ou sur la côte d'Azur. Bon. Mais après, plus on allait en France vers des régions froides, et plus justement la question se posait des fruits. Donc effectivement, les desserts de Noël, qu'on appelle aussi les mendiants, et qui renvoient aussi aux ordres religieux, gris, marron, blanc, noir, ça a à voir avec justement les pruneaux, les noisettes. Et ensuite, également, vous avez raison, le nougat, qui est une friandise. Là, pour le coup, ce n'est plus vraiment un fruit, qui est une friandise qu'avec le nougat de Montélimar et le touron catalan, on a en commun finalement, parce que ça se ressemble beaucoup, avec là pour le coup beaucoup de sucre, on n'est plus dans le salé, là on est vraiment dans le sucré, et surtout ça se conserve longtemps, parce que c'était ça le but, c'était de faire des préparatifs qu'on pouvait mettre sous le coude et servir justement pour les fêtes, en ayant moins de travail aussi pour le banquet de Noël ou la table familiale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça va aussi dans la tradition, par exemple, mais là on n'est plus dans quelque chose de gastronomique, mais en fait, ça va avec la tradition aussi de la crèche de Noël qui apparaît en Provence avec une multitude de sujets. Alors ça vient du temps où, à Avignon, nous avions le Palais des Papes, et où effectivement, non seulement on faisait une crèche avec bien sûr Joseph, Marie, les anges, l'âne, le bœuf et le petit Jésus, mais on y ajoutait justement tous ceux qui avaient travaillé dans l'année dans le comtat venessin, qui donc rendaient hommage comme ça à la papauté. Voilà. Donc c'est là pour le coup, on est juste à côté. C'est pour ça aussi qu'on a tellement gardé aussi ces traditions de crèche très riches finalement de sujets, avec des fois même des artistes qui ont réalisé ces fameux santons. Et chaque année, ici à Lunel en particulier, c'est un régal d'aller à l'espace de Feuillade voir l'exposition des santons. Voilà. Qui peuvent être tout petits, mais aussi prendre des allures déjà de personnages presque. Alors ça dépend après de la place qu'on a à la maison. Bon, si on a un petit appartement, il vaut mieux prendre les petits sujets. Voilà. Je reste à votre disposition pour d'autres questions. Oui, Madame Villa, vous avez évoqué donc des recettes de fêtes de Noël qui correspondent à une période où nous connaissons, enfin, entre guillemets, une forme d'abondance, de quête, je trouve, effrénée dans la recherche de mets les plus élaborés, les plus sophistiqués, mais tout de même, bon, nous avons connu dans notre région, vous avez évoqué la Provincia, la Provence, et bon, je pense que le fameux souper, le souper de Noël, de moyens, était ménagé de ceux qu'ils possédaient, et ils élaboraient donc cela, et ces repas étaient fort simple. Je sais que nous, dans le cadre de l'Escole du Vidourle, nous avons chaque année un repas
le soupasse comme cela, il est très simple, avec de la morue, les cardons, voilà. Oui, mais ça n'empêche pas les saveurs. Oui, ça n'empêche pas les saveurs. Parce que les cardons, il faut être un cordon bleu pour savoir les préparer. C'est pas donné à tout le monde la recette des cardons. Oui, mais ça, disons que les mets de ce soir, oui, de ce souper, sont tout à fait d'une frugalité édifiante, puisque cela se prenait au retour oui, de la messe. Oui. Alors, oui, je vous remercie d'avoir évoqué ce fameux souper de Noël après la messe de minuit. Mais là, on était plutôt dans la gastronomie française. Oui, voilà. Donc, mais c'est important aussi d'attirer l'attention sur le fait que même des repas simples pouvaient être très savoureux. Parce que même la morue, on le voit avec la réputation de la panade de Nîmes, par exemple, ou la recette des cardons en Provence, qui vraiment relève d'un savoir-faire de cordon bleu. C'est pas donné à tout le monde de préparer ça d'une façon appétissante. Voilà. Alors après, si vous voulez, je vous avais gardé une petite attention pour la fin avec le Dom Pérignon, le champagne. On termine comme ça. Le goût pour le vin de Champagne date du XVIIe siècle. Le bouchon de liège, la ficelle de chanvre imprégnée d'huile, l'épaisseur du verre d'une bouteille, reconnaissable entre toutes. L'assemblage des raisins, toutes ces améliorations ont été mises au point par Dom Pérignon. Dom Pérignon, 1638-1715, moine célérier de l'abbaye bénédictine d'Auvillers, près d'Épernay, dans la Marne. À la fin du XVIIIe siècle, le champagne n'est plus l'apanage du monastère, mais aussi de quelques familles de référence, comme Louis Hetzig, Claude Moët, et de quelques veuves, qui voient l'intérêt de reprendre les rênes, comme Madame Pommery, Madame Perrier, ou la non moins célèbre veuve Clicquot. Servir frais, 8 à 10 degrés. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et de belles fêtes. Alors, on se reverra au mois de mars, au printemps cette fois-ci. Et je vous parlerai le 9 mars à l'espace Feuillade cette fois-ci, à 18h30, de Louis Feuillade et les femmes, pour la journée des droits de la femme. Et comme on va commémorer le cycle Louis Feuillade pour le 100e anniversaire du salon, eh bien, je vous parle, mais aussi ces actrices fétiches, mais aussi la place des femmes dans ces films et ce qu'il leur fait faire et comment il les habille, etc. Voilà. Et puis ensuite, le 18 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, Poésie à deux voix, numéro 9, accueillera de 16 à 18h à l'espace Castel le poète Jean-Pierre Petit qui nous viendra d'Avignon. Voilà. Et en attendant, vous pouvez me retrouver à Montpellier pour les rencontres du fauteuil rouge que j'ai mis en place au Gazette Café de 14h30 à 16h le 26 novembre où Martine Coste, qui est une peintre et écrivaine, sera mon invitée pour parler du Costa Rica. Donc si vous voulez un peu d'évasion, un peu de chaleur, fin novembre, là, le 6 novembre, au Gazette Café, vous venez nous retrouver à 14h30 et elle évoquera donc justement ce moment. Et ensuite, en 2023, le 7 janvier à 18h, toujours pareil au Gazette Café, dans le cadre des rencontres du fauteuil rouge, j'accueillerai un nouveau réalisateur de cinéma qui s'appelle Arnaud Granat. Le 25 février, Georges Pringuier qui parlera d'Hélénis, qui était la première femme pilote de Formule 1 sur Bugatti à l'époque des années folles, une femme assez audacieuse, à la vie extraordinaire. Et puis ensuite, on aura Pierre Cébé le 25 mars, mais déjà au mois de mars, on m'aurait vu au moins déjà 2 fois, donc je vous en reparlerai,
qui viendra à 14h30. Et lui, Pierre Cébé, c'est un jeune réalisateur aussi de cinéma qui viendra nous présenter son parcours et puis son dernier film en date qui s'appelle Le Casse humanitaire, dans lequel joue Maxence Biard. Donc vous voyez, on boucle la boucle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour quoi que ce soit. Alors, entre l'histoire des parfums et histoire des saveurs de Noël et du Nouvel An, je crois que vous avez vu quand même le lien, hein, il y avait une piste. Entre-temps, entre le printemps et maintenant, apparu ce livre qui s'appelle Variations catalanes, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la Catalogne au XXe siècle. Donc la Catalogne pendant la Première Guerre mondiale, la guerre civile bien sûr, ça part dans la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite ses traditions. Et puis ensuite, je vous annonce aussi, peut-être certains l'ont vu dans le journal ou pas, parce que c'était un tout petit, les sourires de l'intime ont été récompensés par le prix de poésie des gourmets de lettres à Toulouse, sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux, qui, vous le savez, est la plus ancienne académie littéraire d'Europe. Voilà. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire ce soir. Si certains veulent venir mettre leurs commentaires ou leurs coordonnées sur le livre d'or, c'est avec plaisir. Voilà, parce qu'en laissant ces coordonnées, ça me permet dans mes mailings de vous tenir informé de ce qui se passe, parce qu'on n'a pas toujours en tête tout. Hein. Et puis ensuite, vous pouvez aussi mettre vos commentaires ou vos questions, parce qu'après, moi, c'est important pour moi aussi, ça me permet de réfléchir justement à certains aspects de mes interventions. Voilà. Je vous remercie beaucoup encore et bonne soirée. Et surtout, vous allez...